Art-thérapeute, psychanalyste, documentariste, comédienne, Pamela Edouard passe d'un domaine à l'autre avec une envie sans doute de se confronter à plusieurs univers plutôt qu'à un seul, comme pour découvrir l'humain sous toutes ses facettes et nous raconter encore et à l'infini son étrangeté, sa folie, sa bizarrerie, sa beauté et sa poésie. Pamela Edouard, bonjour. Je vous ai vu au théâtre, je vous ai lu, j'ai vu vos œuvres documentaires. Il me semble qu'il y a un mot qui pourrait faire se rejoindre tout cela, c'est le mot quête. Une quête insatiable qui rappelle les mots de Stig Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Êtes-vous d'accord avec le mot quête ? Si je peux me permettre, je modifierai la phrase de Dagerman. Et je pense que je dirais mon besoin de compréhension et non de consolation est impossible à rassasier. J'ai été en quête pendant longtemps, une quête de compréhension, de réponse devant beaucoup d'injustices qui m'entouraient. C'était à Maurice pendant longtemps, mon pays natal où je suis née et j'ai grandi. Quand j'ai commencé à prendre conscience des abus de pouvoir de nos institutions, à Maurice et aussi partout dans le monde, quand j'ai vu autour de moi autant de pauvreté, j'ai commencé à me dire mais comment, à quoi ça sert le gouvernement, à quoi ça sert la politique, à quoi ça sert la société, enfin toutes ces choses-là, s'ils ne peuvent rien pour les plus démunis. Je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est si difficile de boire de l'eau potable, de manger, de se loger. Pourquoi est-ce si difficile tout ça? Et pendant longtemps, j'ai été tourmentée par ces questions-là. Mais aujourd'hui, là, maintenant, je crois qu'avec mes pratiques artistiques, avec des belles rencontres, je ne sais pas, il y a comme une sorte d'apaisement dans mon cœur. Mais avec même si cette quête de justice est encore là, je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté, c'est une quête de justesse dans mon expression artistique. Mais c'est aussi tout un autre tourment, ouais. Vous avez eu besoin de passer par tous ces champs dont je parlais tout à l'heure, de la psychanalyse au théâtre, à l'art-thérapie, en passant par le documentaire, pour accéder finalement à cette compréhension. Pour être un peu apaisée, je ne comprends encore pas grand-chose au système, je dois dire. Juste pour apprendre à vivre avec et avancer dans la vie et savoir que je peux créer et je peux essayer de chercher la justesse justement dans ma création. Alors la première chose qui vous a frappé, dans laquelle vous vous êtes engouffré, si j'ai bien compris, c'est le théâtre, notamment en Afrique du Sud, à Maurice bien sûr, et puis en Afrique du Sud ensuite, et puis la rencontre avec Bruce Myers. J'aimerais que vous nous parliez justement de tout ce parcours théâtral. Oui, j'ai commencé le théâtre très tôt, à l'âge de 15 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec un metteur en scène mauricien, un grand metteur en scène mauricien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Favori. Et grâce à lui, on a pu voyager un peu dans l'océan Indien et à La Réunion, et aussi en Afrique du Sud avec le metteur en scène John Canny. Et puis après, voilà, mais les différents voyages, on est arrivé en France, à Paris, avec d'autres metteurs en scène, dont Bruce Myers et Peter Brook. Peter Brook qui a donc révolutionné le théâtre occidental en plaçant le corps au cœur du travail de l'acteur. Et puis ses origines dans les pratiques scéniques africaines et indiennes, et c'est aussi pour cela qu'il m'a très rapidement attirée. Et Peter Brook a été, il faut le dire, l'un des premiers metteurs en scène blancs européens à faire travailler des comédiens noirs en Europe. Et je me rappelle en 2001, quand il fait travailler Adrian Laster pour lui donner le rôle d'Hamlet au théâtre, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi c'est un comédien noir qui va interpréter Hamlet. Et même les journalistes ne comprenaient pas. Enfin, pas tous les journalistes, certains journalistes ne comprenaient pas. Ils se demandaient comment se fait-il qu'un comédien noir puisse interpréter le rôle d'Hamlet. Est-ce que le public allait s'identifier ou non? Et Brook l'a fait. Il l'a fait sans jamais se justifier et sans jamais répondre aux polémiques que sa décision avait provoquées. Justement, cette question de l'identité noire vous tient particulièrement à cœur. Vous, Rachel Kahn, sur ce plateau, était l'invité de Fais voir la bête il n'y a pas longtemps, et puis dans la presse, parlait de millefeuilles la concernant, en faisant un pas de côté justement par rapport à son identité noire. Et
Qu'en pensez-vous, vous? Effectivement, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec elle. On peut être millefeuille. Ben oui, nous le sommes tous d'ailleurs. Nous avons tous des origines plus ou moins différentes. Et surtout, nous sommes tous arrosés ou abîmés de la culture des autres, qu'on le veuille ou pas. Nous ne le disons pas vraiment. C'est dans l'air qu'on respire. Donc, je pense que là n'est pas du tout la question. Être noir, c'est une attitude politique. Et donc moi, contrairement à Rachel Kahn, je m'identifie comme noire. Je m'identifie comme étant une personne racisée dans le sens politique du terme, dans le sens où c'est le système qui me racise. Ce sont les institutions qui me racisent. Et je pense que le racisme fait partie de l'ADN de la France, comme de tous les autres pays qui ont été des colonisateurs pendant des siècles. La ségrégation raciale est loin d'être évolue. On n'a qu'à voir ce qui se passe chaque semaine aujourd'hui à Paris et en région parisienne, le nombre d'attaques racistes qui ont lieu avec les contrôles des faciès, avec l'extrême difficulté des Noirs à être représentés dans le monde de la politique, des médias, du cinéma, de la culture de manière générale. Et je pense que tant qu'on va continuer à nier la souffrance de ceux qui subissent le racisme, on ne va jamais pouvoir se débarrasser de ces genèses. Oui, mais alors comment combattre le racisme aujourd'hui, en 2021, Pamela Edouard? Enfin, c'est une question qui est très, très large. Je pense qu'il y a plein de moyens si on veut vraiment le faire, et ça passe beaucoup par le politique, qu'on le veuille ou pas. Mais il y a quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Je pense que les seuls remparts contre le racisme, c'est le droit de se plaindre. Le droit pour les personnes qui subissent la violence de se plaindre sans être jugées, s'ils le souhaitent, se plaindre sans être jugés, et surtout sans leur imposer le mantra de la non-victimisation qui est très à la mode en ce moment. Je pense aux plaintes là de Rousseau, qui écrit sur la nécessité des plaintes dans la collectivité. Rousseau dit cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit les plaintes permettent d'accéder à la bonté en soi, à l'humanité, à la commisération, à la bienfaisance, à toutes ces passions attirantes et douces qui attirent tous les hommes et qui peuvent empêcher la haine, qui peuvent empêcher les passions repoussantes et cruelles. Et je pense que cette phrase de Rousseau, aujourd'hui, peut prendre tout son sens. Alors à propos de plaintes, vous êtes au travail avec un documentaire sur les Chagossiens, ce peuple damné, je dirais, extrêmement finalement douloureux, où il s'est agi d'expulser un peuple, de l'empêcher d'obtenir son intégrité propre. J'aimerais que vous nous parliez justement de l'histoire des Chagossiens. Pourquoi vous a-t-elle tant touché ? Les Chagossiens, c'est un peuple qui vivait dans un archipel, s'appelle l'archipel des Chagos, qui se trouve dans l'océan Indien, dans le nord de l'océan Indien. Donc, ils vivaient là depuis des siècles. Jusqu'au moment, en 1961, John Fitzgerald Kennedy identifie l'archipel des Chagos comme étant un lieu où ils pouvaient construire une base militaire américaine. Oui. Donc là commence toute une négociation entre les États-Unis et l'Angleterre. Ils se disent c'est l'endroit idéal pour nous de construire une base militaire, sauf que le territoire ne leur appartenait pas. Le territoire appartenait à l'île Maurice. Et l'île Maurice qui était alors une colonie britannique. Et là, l'Angleterre va dire, si vous voulez votre indépendance, il faut nous céder l'archipel des Chagos. Et donc là commence toute une campagne d'effacement d'une population entière. Donc, ils vont commencer par créer une nouvelle loi pour dire que l'archipel appartient à l'Angleterre. Donc, ils vont créer une nouvelle colonie qui va s'appeler le BIOT, le British Indian Ocean Territory.
Et donc, ils vont autoriser cette colonie à déporter les gens qui vivaient là depuis des siècles en leur disant, en fait, cet archipel est vide. Ils disent, non, nous, on vit là. Non, non, vous n'existez pas. Donc, ils vont officialiser des documents pour dire que non, vous n'avez jamais existé. Donc, ils commencent par vraiment écrire des documents officiels pour nier l'existence de ce peuple. Ensuite, ils ferment les hôpitaux. Ils disent, si vous voulez vous faire soigner, vous montez sur le bateau, vous allez à l'île Maurice ou aux Seychelles. Et une fois que les gens qui étaient malades sont arrivés à l'île Maurice et aux Seychelles, ils leur disent, il n'y a plus de bateau maintenant pour retourner. Ils ont tué les chiens, voilà, les animaux, donc ensuite, ils vont gazer les animaux, ils vont les mettre dans des cases. Ils vont leur dire... Des animaux très importants pour cette population. Hein, et ils vont dire... Essentiellement de terriens. Absolument, des chiens. Ils vont dire, si vous ne voulez pas finir comme des chiens, montez sur le bateau. Ils vont arrêter le bateau de ravitaillement qui venait chaque mois pour apporter aux Chagossiens de quoi vivre. Donc, du coup, les Chagossiens vont mourir de faim. Pendant des années, ils n'auront plus à manger. Et petit à petit, comme ça, ils vont tuer les gens à petit feu. Donc, c'est une véritable déportation. C'est une véritable déportation après qui aura lieu en 1973, de 71 à 60. Ça commence en 65 avec, on peut dire, la méthode douce mais extrêmement cruelle. Donc, tuer les animaux, fermer les hôpitaux, fermer les lieux de travail. Ensuite, en 1971, donc ils font venir des bateaux. Là, ils chassent les gens avec les fusils, etc. jusqu'en 1973 pour que l'archipel soit complètement vide et que les Américains puissent enfin construire une base militaire. On vous a récemment vu au Théâtre de la Croisée des Chemins jouer Lady Macbeth, un texte qui est votre idée, écrit avec Gaspard Edori et que vous avez porté donc à la scène. Alors pourquoi ce personnage, Lady Macbeth? C'est-à-dire que... elle rejoint finalement un peu ce dont on parle là. Elle est là, hein, elle est dans l'air quand même. Absolument. Absolument, parce que Lady Macbeth, elle décide à un moment de se désexuer. C'est-à-dire, elle dit, moi, je veux accéder au pouvoir. Voilà. Elle dit, mais puisque je suis assignée femme, je ne peux pas. Elle refuse l'oppression symbolique dont on parlait. Hein? Elle veut être sujet, c'est-à-dire, elle dit, stop à l'assignation d'être femme. Elle dit, s'il faut que je change de corps, s'il faut que j'épaississe mon sang, s'il faut que j'épaississe mon lait pour ne plus être maman, s'il faut que je n'ai plus de sexe dit femme, je le serai. S'il faut devenir un homme, je le ferai pour avoir le pouvoir, parce que je veux pouvoir être sujet. Donc elle refuse la manipulation de son corps. Et c'est bien de ça dont il s'agit. À quel moment on peut prendre le pouvoir sur son corps et combien ça peut être politique, comment on joue, comment on place son corps dans la société. Et pardon de refaire le lien avec les Chagossiens, c'est exactement ça. Pendant des siècles, les Noirs ont été manipulés, leurs corps ont été trimballés, leurs corps ont été jetés, passés d'un pays à l'autre, trimballés dans des bateaux, des petits bateaux qu'on prend, qu'on jette dans une île, dans une petite île, dans une autre. Et c'est toujours ça, comme le pouvoir quand il prend votre corps, quand il s'attaque à votre corps. C'est d'abord le corps d'ailleurs qui est attaqué, effectivement, puisque ça devient la propriété de l'autre. Absolument. Et Lady Macbeth, il dit non. Elle dit non. Il dit non. Justement. Donc Lady Macbeth dit non à ça. Elle refuse la sexuation, elle refuse l'oppression. Et c'est ce qui vous plaît finalement, Pamela Edouard. Vous avez toujours été une âpre combattante alors, dans ce monde où on demande à chacun de choisir son camp et de se taire. Voilà, moi je veux pas choisir de camp, je veux pas me taire, je veux pas être dans des cases, je veux pas être tout ça. Moi voilà, je vais faire ce que je veux, je vais dire ce que je veux. J'ai pas envie de. Non, on n'a qu'une vie. Vous êtes sûre? Non. Merci beaucoup, Pamela. Je vous en prie.